Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la justice, un des 18 thèmes centraux pour le bac de philo. C'est parti! Alors, comme à notre habitude, nous allons commencer par une petite partie définitionnelle. On va d'abord commencer, bien évidemment, par définir ce qu'est la justice. Il s'agit d'une vertu morale, c'est le fait de respecter la loi et l'égalité. Si on parle de la justice avec un J majuscule, nous désignons l'institution qui fait respecter la loi. Le mot légal désigne ce qui est autorisé par la loi. Le mot légitime désigne ce qui est juste d'un point de vue moral. Ces deux notions sont extrêmement importantes et très intéressantes à étudier ensemble, puisque ce qui est légal n'est pas forcément légitime, et ce qui est légitime n'est pas forcément légal. Nous avons ensuite l'égalité, c'est-à-dire le fait de donner la même chose à tout le monde, et l'équité, qui est une justice proportionnelle compensant les inégalités et les différences. Encore une fois, l'égalité et l'équité sont également deux notions qu'il faut étudier ensemble. Et nous allons maintenant passer à notre premier chapitre. Comment la justice doit-elle être organisée? Dans son sens antique, la justice est fondée sur l'ordre naturel à imiter. Dans son sens moderne, la justice est fondée sur les droits des hommes. Pour Rousseau, la justice est assurée par les lois, qui sont faites pour l'intérêt général dans le cadre d'une démocratie. Je rappelle que le mot démocratie vient de deux termes grecs, démos égale le peuple et kratos égale le pouvoir. Donc le mot démocratie signifie le pouvoir au peuple. Les lois sont donc faites par le peuple et pour le peuple. Pour Hobbes, la justice existe grâce aux lois. Sans les lois, ce serait la guerre de tous contre tous, parce que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, être juste, c'est obéir aux lois. On va maintenant s'intéresser de manière un petit peu plus détaillée à Platon. Dans son œuvre La République, Platon se demande ce qu'est une cité juste. Il va énumérer plusieurs de ses caractéristiques. Tout d'abord, la cité juste est une cité dans laquelle on va mettre en valeur la sagesse. On doit vouloir faire le bien. Les sages guident le peuple pour leur montrer l'exemple. C'est la thèse des philosophes rois. Parce que les philosophes sont des hommes sages, ce sont les plus à même de régner. Une autre caractéristique, c'est le courage, puisque les courageux doivent protéger la cité. En effet, il faut distinguer les choses à craindre de celles qu'il ne faut pas craindre, et quand il faut craindre quelque chose, eh bien, des hommes courageux doivent être présents afin de protéger les autres de cette menace. La dernière caractéristique est celle de la modération. Platon invite à user de la raison pour tempérer ses désirs. On va maintenant s'intéresser à la figure de Montesquieu pour terminer ce chapitre. Donc pour Montesquieu, il faut équilibrer les pouvoirs. Tous les pouvoirs ne doivent pas se retrouver entre les mains d'une seule personne, sinon le pays basculerait dans un régime totalitaire, arbitraire, tyrannique. C'est ce qu'il va théoriser en valorisant la séparation du pouvoir en trois entités. Le pouvoir juridique, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Si, je cite Montesquieu, le pouvoir doit arrêter le pouvoir, c'est parce qu'il faut répartir les pouvoirs afin qu'ils ne soient pas donnés à une seule personne, ce qui serait extrêmement dangereux. En effet, la répartition des pouvoirs empêche une seule personne d'avoir l'intégralité des pouvoirs et donc de faire basculer le pays dans un régime totalitaire, arbitraire, tyrannique. Nous allons maintenant nous intéresser à un second chapitre concernant les notions d'égalité et d'équité dont on parlait tout à l'heure. L'égalité est incontournable. C'est d'ailleurs la seconde valeur mentionnée dans la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Et on la retrouve aussi mentionnée dans le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je cite, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. À ce principe d'égalité, comme nous l'avons vu qui est très important, s'ajoute le principe d'équité.
Il consiste à créer des inégalités légitimes, des inégalités justes, pour que chacun ait la même situation. Si initialement les personnes étaient dans une situation d'inégalité, par exemple économique ou encore sociale. Par exemple, une personne assez pauvre devra recevoir une somme d'argent plus importante qu'une personne riche. C'est, c'est ce qu'on appelle l'équité, puisqu'au final, la personne pauvre recevra plus d'argent que la personne riche. Donc, la somme n'est pas identique, on ne peut pas parler d'égalité, mais cette inégalité est juste, elle est légitime, puisque par la suite, ces deux personnes auront donc la même somme d'argent. Nous allons maintenant nous intéresser à Aristote. Pour Aristote, la justice doit être distributive, c'est-à-dire que l'on doit faire en sorte que les hommes soient égaux, en corrigeant les inégalités par l'équité. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure dans l'exemple de l'homme riche et de l'homme pauvre. Dans ce cas, il s'agit d'effectuer des discriminations positives, c'est-à-dire de mettre en place des mesures correctrices pour favoriser les personnes défavorisées. Pour John Rawls, eh bien, les perspectives sont similaires. Les inégalités sont justes si les citoyens ont les mêmes droits et si elles profitent aux démunis. L'égalité n'est donc pas un idéal, c'est l'équité qu'il faut rechercher. Donc, la justice semblerait se rapprocher d'un idéal d'équité, c'est-à-dire que l'on justifierait et légitimerait les inégalités si elles profitent à ceux qui ont le moins, si elles compensent leur pauvreté par exemple, et par conséquent que l'on donne moins aux riches. Dans ce cas, pour rendre les hommes égaux, il faudrait être équitable. Nous allons maintenant nous intéresser dans un dernier chapitre au conflit du légal vs légitime. Le légal, je le rappelle, c'est ce qui est juste du point de vue de la loi, et le légitime, ce qui est juste du point de vue de la morale. Pour Marx, il faut légitimer la révolte contre la justice si la justice est injuste. Autrement dit, si le légal n'est pas légitime, alors on doit se révolter. Marx invitera d'ailleurs tous les prolétaires à se révolter face aux bourgeois qui possèdent tous les moyens, toutes les ressources et qui les exploitent. Alors que c'est justement grâce aux prolétaires exploités que les bourgeois gagnent de l'argent. Pour Hannah Arendt, la désobéissance est criminelle si on transgresse les lois pour son propre intérêt, alors qu'elle est légitime si on s'élève contre des lois illégitimes en revendiquant de manière concertée, rationnelle et pacifique. C'est ce qui est appelé la désobéissance civile. Nous allons pour terminer nous intéresser à la figure de Taureau. Je vais commencer par citer Taureau. Si la machine gouvernementale veut faire de nous l'instrument de l'injustice envers notre prochain, alors je vous le dis, enfreignez la loi. Que votre vie soit un contre-frottement pour stopper la machine. Il faut que je veille, en tout cas, à ne pas me prêter au mal que je condamne. Que retenir de cet extrait? Pour Taureau, il ne faut pas mener une révolution en cas d'injustice, mais refuser de se soumettre au pouvoir injuste, à la loi injuste. C'est aussi de la désobéissance civile. D'ailleurs, afin de montrer qu'il s'érigeait contre l'esclavage, eh bien Taureau a refusé de payer un impôt et pour cela a été sanctionné d'une nuit en prison. Pour lui, la désobéissance civile n'est pas seulement un droit, mais c'est un devoir moral du citoyen. Voilà, le cours du jour est terminé. Je vous souhaite bon travail et je vous dis à très bientôt.